Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Pierre Cernat. Vous êtes professeur d'histoire de la Révolution française à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut d'histoire de la Révolution française, et vous avez notamment publié L'extrême centre ou le poison français aux éditions Champvallon. C'est un livre que j'ai lu ce week-end et je vous avoue que ce livre, même si vous l'avez publié en 2019, a des échos parfaitement actuels. Pour bien comprendre ce que vous voulez dire par extrême centre, nous avons retrouvé cet extrait d'une interview d'Emmanuel Macron que nous avons faite dans les matins, dans l'entre-deux tours de la présidentielle, la dernière présidentielle. C'était le 18 avril 2022. On écoute Emmanuel Macron. Les trois quarts des électeurs qui se sont exprimés, ce qui est quand même assez fort, se sont exprimés pour trois projets. Un projet d'extrême droite, ce qui est une radicalité. Un projet d'extrême gauche. Je dis ça avec beaucoup de respect, j'essaie de qualifier. Mais il assume une radicalité, il porte une radicalité politique. Dans les éléments en particulier liés au capitalisme et au rapport même à l'économie de marché, puisque c'est pas que le capitalisme, mais pour une sortie de l'économie de marché, et y compris sur la question écologique et les éléments de décroissance. Donc il y a une radicalité dans ce qu'il porte. Et ce que je qualifierais comme un projet d'extrême centre, si on veut qualifier le mien, dans le champ central. Extrême centre. Oui, à ma connaissance, c'est la première et unique fois que le président de la République a reconnu la validité, ou du moins a utilisé cette expression. Le livre était paru depuis 3 ans déjà, mais depuis le début du XXIe siècle, j'avais commencé à travailler sur cette notion. Alors il faut le Qu'est-ce que ça veut préciser. dire? Oui, c'est étonnant d'accoler l'adjectif qualificatif extrême au centre. Alors pourquoi c'est étonnant? Parce que le centre, par définition, c'est la modération. C'est la pondération et le positionnement par rapport à des formes de radicalité, on vient de l'entendre, qui sont celles de droite et de gauche. Pour cela, il faut revenir, et moi je ne suis pas politiste ni politologue, à l'histoire de la Révolution française, puisque c'est la matrice de notre vie politique. Le président de la République l'utilise souvent, ainsi que d'autres hommes et femmes politiques, pour des métaphores ou pour qualifier les endroits où nous en sommes par rapport à cette Révolution française. Dès 1790, Camille Desmoulins, dans son journal donc sur les révolutions de France et de Brabant, montre qu'il y a un parti au centre qui se constitue au sein de l'Assemblée nationale, qui veut s'appeler les modérés, les impartiaux, et que lui appelle le parti des Janus bifrons, c'est-à-dire ceux qui, en fonction de l'actualité politique, peuvent se réclamer patriotes un jour, partisans du roi l'autre jour. Mais Camille Desmoulins, avec son génie politique, note immédiatement, en réalité, que ces gens qui utilisent une langue pondérée, modérée, c'est le premier signe, à mon avis, de cette modération, de ce centre-là, en réalité, ont deux autres aspects qui ont été pour moi les deux autres hypothèses constitutives de cet extrême centre. Le premier, c'est leur girouettisme. Donc, ce sont des gens qui sont capables de passer d'un côté ou de l'autre en fonction d'un opportunisme politique, en fonction du vent qui tourne, comme le rappelait Edgar Faure, qui s'y connaissait en girouettisme politique. Et en centrisme. Et d'une certaine façon, donc, qui peuvent adopter quelque chose du programme de la droite, quelque chose du programme de la gauche qui peut les intéresser. Donc, après la modération, le girouettisme est le deuxième élément constitutif de cette famille politique. Mais le troisième élément, et c'est pour cela que je l'ai appelé extrême, c'est que, contrairement à ce que nous a expliqué une longue tradition d'histoire des études politiques françaises, le désordre politique français naîtrait d'une irréconciliabilité des deux familles politiques françaises, la droite et la gauche, là où les États-Unis, là où l'Angleterre aurait réussi un parlementarisme plus simple, plus apaisé, et en réalité... Les États-Unis, on va oublier D'accord. pour la modération. Pour aujourd'hui. Mais enfin, du moins, cette constitution a bien fonctionné depuis 1789. Mais en attendant, le troisième aspect est très, très, très important parce que si ce centre est extrême et pas simplement radical, je crois que les deux mots ne sont pas à confondre, c'est parce que, ayant une colonne vertébrale et idéologique beaucoup moins forte que la droite et la gauche, il est contraint immédiatement, pour s'imposer, lorsqu'il conquiert le pouvoir, d'utiliser le pouvoir exécutif de façon très forte. Est-ce que c'est nouveau avec Emmanuel Macron? Parce qu'on pourrait qualifier Pompidou, là aussi, d'extrême centriste.
Non, je crois qu'il faut, bien, distinguer. Il y a des hommes réellement du centre, Pompidou est un homme, qu'on pourrait, qualifier du centre si vous voulez, mais alors du centre très à droite. Il peut y avoir des hommes comme Pierre Mendès France, par exemple, qui sont réellement des hommes, de centre. Ah, Des la gauche directe, c'est un Oui, centriste de oui, gauche. oui, un centrisme de gauche, d'où la difficulté de dire où est le centre extrême, où est le véritable point. Un homme comme François Bayrou, par exemple, je pense que l'on peut le qualifier véritablement d'un homme du centre, mais pas d'un extrême centre. En réalité, cet extrême centre, on le voit véritablement donc à l'œuvre lorsque, sous le Directoire, hein, c'est surtout après l'épisode de la Convention et du gouvernement révolutionnaire, entre 1795 et 1799, il faut sortir de la violence de la guerre civile et on va inventer justement un langage stoïque de la politique. On va inventer un nouveau peuple du centre, le mitoyen à la place du citoyen, et on va inventer bien sûr la politique de l'ordre public et de l'armée à la place du débat politique. Ce qui veut dire que tous les centristes, pour vous, Pierre Cernat, ne relèvent pas de l'extrême centre. Tout à fait, tout à fait. Sinon, le concept est réducteur. Le concept est réducteur et noie véritablement ce que je voudrais pointer. L'extrême centre dans l'histoire de France a une vie éphémère et on est en train de s'en apercevoir aujourd'hui. C'est-à-dire que l'extrême centre ne peut naître que de la crise grave des familles classiques que sont la droite et la gauche. Lorsque la droite et la gauche sont en crise grave parce qu'elles ne peuvent plus gouverner, elles ne savent plus gouverner, elles ne savent plus convaincre, alors apparaît souvent au centre un homme qui, au-dessus des partis, va dire « Ah mais moi je ne suis ni à droite ni à gauche et je vais vous apporter la solution. C'est une solution providentielle, je suis l'homme providentiel. » Donc l'extrême centre est d'autant plus difficile à repérer dans l'histoire qu'il est court et qu'il est éphémère. Et on s'en aperçoit aujourd'hui. Mais ce que vous appelez le girouettisme, est-ce que ça ne peut pas être du bon sens, Pierre Cernat, de se dire, voilà, il y a de bonnes idées à droite, de bonnes idées à gauche, nous allons prendre les deux? Bien évidemment, comme le dit la politique, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc on peut imaginer effectivement qu'un centre intelligent pourrait exister. Mais là, il ne s'agit pas simplement de cela. Il s'agit de déstructurer un champ politique construit avec la volonté d'occuper un centre de plus en plus large et qui force la droite et la gauche à radicaliser leurs propres opinions pour, en fait, exister. Donc, en fait, on a un centre qui est petit à un moment donné, ou du moins réduit, et qui, pour exister, va de plus en plus pousser ces deux forces-là à devenir des forces centrifuges dans l'espace politique pour, en fait, rendre beaucoup plus violent les positions de chacun. L'extrême centre étant lui-même d'une très grande radicalité. Et à la fin, c'est une des hypothèses que l'on peut critiquer, bien sûr, une des hypothèses que l'on peut critiquer, mais à la fin, cet extrême centre risque d'amener, dans les crises politiques de la France, la crise du Directoire vers Bonaparte, la crise de la Deuxième République vers Napoléon III, risque d'amener vers une politique d'extrême droite. Mais alors, là aussi, est-ce qu'Emmanuel Macron, dans votre lecture de l'histoire, Pierre Cernat, serait la cause ou la conséquence de cette situation? Est-ce qu'il ne serait pas l'instrument de la providence, je veux dire par là, que vous évoquez dans les mouvements donc d'épuisement de la démocratie, l'apparition d'un extrême centre? Vous avez écrit ce livre en 2019. À l'époque, la situation n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Il y avait déjà eu les gilets jaunes, vous les évoquez dans votre livre. Mais enfin, on n'avait pas la sensation, peut-être comme on peut l'avoir aujourd'hui, qu'il y a véritablement une crise politique majeure. Oh non, on a la mémoire courte tous. Dès 2017, Emmanuel Macron, avec sa part d'intelligence politique qui est forte, comprend très 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 bien. Son livre-programme de la campagne 2017 s'appelle Révolution. Ah, on peut dire quelque chose, c'est que Au pluriel. Oui, Emmanuel Macron, on peut le dire, est un homme cohérent. Et quand on lit son programme vraiment de façon précise, on peut dire qu'il est cohérent et fidèle à son programme. Et il évoque déjà à ce moment-là la vieille politique, la crise de la droite et de la gauche, et il comprend qu'il y a là un espace à conquérir, et il le dit lui-même.
Mais une partie des électeurs d'Emmanuel Macron, justement, lui reproche de ne pas avoir été dans le et en même temps et d'être devenu, au fil de l'histoire, eh bien, je ne sais pas si on peut qualifier sa position de centriste de droite ou alors de parti de droite, puisque finalement, l'une des conséquences les plus immédiates de sa politique, Pierre Cernat, ça a été de diminuer la droite dite républicaine. Oui, mais cela fait partie d'un plan évidemment pensé de sa part. Moi, je ne pense pas qu'il glisse vers la droite. Je pense que dans l'histoire, les mouvements d'extrême centre, tels qu'on a pu les voir, glissent vers cette droite-là. Et je ne pense pas qu'il veuille la conquérir. Il veut en fait la transformer pour attirer à lui d'autres personnes, d'autres personnalités de la droite. Donc construire véritablement, je crois que ça a été l'ambition d'Emmanuel Macron, construire cet extrême centre. Mais comme vous parliez des électeurs d'Emmanuel Macron, c'est très important. Ce sont des électeurs par défaut. Et par deux fois. Et en 2017 et en 2022, et c'est cela qu'il a oublié, c'est qu'il a été en grande partie élu par des électeurs surtout de gauche. Pierre Cernat, votre livre L'extrême centre ou le poison français 1789-2019 est publié chez Champvallon. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous nous donnerez votre point de vue sur cet extrême centre, ses modifications et puis la situation politique actuelle. 7h55. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Pierre Cernat, vous êtes historien et vous avez notamment publié L'Extrême Centre ou le poison français aux éditions Champvallon. Vous nous avez expliqué en quoi il y avait, selon vous, des traditions dans l'histoire politique française qui remontaient à la Révolution, avec donc un parti qui se présentait comme modéré, qui faisait assaut de girouettisme, je crois que l'expression est de Camille Desmoulins, et puis qui aboutissait finalement à cliver plus encore le champ politique français. Et c'est pour vous Emmanuel Macron qui est l'incarnation de ce phénomène, même s'il n'en est pas l'unique incarnation. Et justement, par rapport à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie, est-ce qu'un homme comme Édouard Philippe, lorsqu'il dit que les modérés de tout poil, à droite comme à gauche, pourraient constituer une coalition, est-ce que par exemple on pourrait recréer de l'extrême centrisme sans Emmanuel Macron avec par exemple Édouard Philippe? Non, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, on peut créer du centrisme. Et Édouard Philippe, par exemple, qui a une vraie culture politique, qui était en fait un élu avant même d'être Premier ministre, qui fait partie de la famille politique de la droite, connaît bien mieux les codes politiques que Emmanuel Macron, qui est arrivé en tant que technocrate, grand fonctionnaire, haut fonctionnaire ou bien banquier. Donc, et il y a de la part d'Édouard Philippe une connaissance du local, qui est bien plus importante et qui permet de penser justement ce qu'a été aussi un des terreaux fertiles de la vie politique française, le centrisme, qui n'est pas l'extrême centrisme. Donc il y a là quelque chose donc dans l'éditorial de Jean Lémarie qui est tout à fait remarquable et que dans lequel j'abonde tout à fait, qui est effectivement ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que l'extrême centrisme dans l'histoire de France, dans les crises de 1789, 1795, 1799, 1841, puis même 1870, 1940 de façon tragique et peut-être 1958, la naissance de la Ve République, est éphémère. Il n'est pas là pour durer très longtemps. Il répond à une crise avant que les familles politiques se ressaisissent et proposent de nouvelles alternatives politiques. Donc, on comprend bien la situation dans laquelle est Emmanuel Macron, que Jean-Marie a parfaitement bien décrite, qui est celle de sa possible disparition. Ce qui veut dire que pour vous, le macronisme était une tragédie en ce sens que sa fin était inscrite d'emblée, dès son origine, dans sa genèse même? Écoutez, je ne pense pas que l'histoire se répète de façon stérile, mais il y a en histoire politique, comme en histoire économique, des continuités. Il y a un héritage historique. Et cet héritage historique, il a été construit par la matrice fondatrice de notre République démocratique. J'insiste sur les deux mots, car ils sont très différents, on les confond trop souvent, qui fait que, oui, il y a effectivement, dans la naissance de l'extrême centre, aussi la possibilité de sa fin. On les confond trop souvent, c'est-à-dire, Pierre Cernat. Et oui, la République est une institution. La République, ce sont ou des valeurs, ou
un appareil institutionnel. Or, la Ve République a créé un système présidentiel qui, avec Emmanuel Macron, devient un système hyper-présidentiel. Et pour Pourquoi contrebalancer... avec Emmanuel Macron? Parce que ça n'est pas le premier dirigeant qui s'arroge tous les pouvoirs lorsque le Parlement et l'exécutif sont alignés. Oui, mais enfin, c'est quand même, je crois, indépendamment du général de Gaulle, mais qui arrive dans une situation qui est celle d'une quasi-guerre civile et de la guerre d'Algérie, le seul président, à ma connaissance, qui ait parlé de jupitérisme. Et si vous regardez d'autres présidences, elles ont joué complètement sur le lien entre pouvoir exécutif et parlement, d'où la démocratie. Parce qu'une république peut être un régime autoritaire. Jupitérien, c'est le premier, mais je crois que Mitterrand, on l'appelait Dieu. Oui, enfin bon, mais peut-être que lui n'a pas dit Dans un qu'il système était... monothéiste. Oui, mais je pense que François Mitterrand, et c'était cela aussi qui était l'élan au moins de 1980, puis reconstruit dans la République unie, la République du centre, que voulait Mitterrand pour son deuxième mandat, justement, c'était un appui sur un Parlement qui était la démocratie, qui était l'autre jambe de nos institutions. D'un côté, il y a une république, mais une république ne garantit pas les libertés, ne garantit pas justement les libertés individuelles ou collectives. Elle peut être autoritaire. Et de l'autre côté, il y a une démocratie. Cette démocratie, c'est le Parlement. Et on le voit bien dans la lettre hier. Emmanuel Macron se rend bien compte qu'il est allé beaucoup trop loin dans cette verticalité dont désormais on se rend bien compte. Jean Lébarry. Mais dans ces conditions, et si je rebondis sur ce que vous dites, est-ce qu'un nouvel élan, une nouvelle manière de faire de la politique peut venir précisément du Parlement? C'est ce que souhaite notamment Yaël Braun-Pivet ces dernières heures. C'est ce que souhaitent tous les démocrates de France depuis 2017, depuis que la Révolution française existe. C'est-à-dire la souveraineté du peuple s'exprime par ses représentants. Et dans une bonne république démocratique, le pouvoir exécutif ne devrait exécuter que les lois votées par les députés. Donc oui, tout le monde espère, tous les démocrates républicains espèrent qu'enfin la souveraineté nationale exercée par les représentants de la nation, normalement élus dans un pays républicain, puisse constituer un levier important de propositions de lois et de votes de lois qui vont vers un mieux pour l'ensemble de toute la société. Alors là, je vais m'inscrire en faux, tous sauf un, le général de Gaulle, lorsqu'en 58 il arrive en disant « lorsque la France roule vers l'abîme », et il propose justement d'en finir avec le parlementarisme exacerbé, on crée un parlementarisme rationalisé, Pierre Cernat, et justement, je me suis posé la question en lisant votre livre, je me suis dit, sommes-nous en 1958? Évidemment non, parce qu'il n'y a pas de guerre d'Algérie, mais la différence principale, c'est que justement, De Gaulle ne voulait plus de ce parlementarisme de la Troisième et de la Quatrième République. Oui, bien sûr, c'est tout le problème. C'est pour cela qu'on compare la Quatrième République au directoire. Justement, ce directoire qui va de crise politique en crise politique et qui attend son homme providentiel. Et je vous rappelle quand même... Il a eu raison pour Napoléon, puisque la situation dont hérite Napoléon et qu'il assainit, si j'ose dire, à partir de 1804, justement, c'est une situation où la France était véritablement dans l'abîme et le chaos. Non, vous oubliez toutes les victoires qui concernent la formation des républiques sœurs, de Naples à Amsterdam, et toutes les victoires militaires du directoire qui permettent au contraire d'étendre la République. De nombreux travaux sont en train de réviser cette idée d'un échec du directoire, comme de nombreux travaux montrent la capacité de la Quatrième République à inventer les grandes politiques industrielles et économiques de la France de la Ve République. Mais je me suis laissé dire que de 1799 à 1804, il était impossible d'aller de Paris à Nice pour prendre une ville qui vous est chère. Un voyageur ne pouvait pas faire ça. Ça n'est pas ce qu'on peut appeler une victoire. Non, mais je ne suis pas en train de dire que le directoire avait assaini. Le directoire est la première tentative de république libérale française. Mais c'est une politique, la politique du directoire mène à un pays ingouvernable parce qu'il n'assure pas la sûreté aux Français. Alors, je vous rappelle quand même que le directoire a inventé la gendarmerie. Et à partir du moment où on invente la gendarmerie, en l'an 6, en 1798, on commence doucement à justement un peu mieux contrôler la situation politique. Sauf qu'à l'époque, l'extrême droite... Je ne parle pas de la situation politique, je parle de la situation, Oui. de l'intégrité des biens et des personnes, Pierre Cernat.
Oui, mais Et c'est ça qui amène, c'est là où Napoléon prend son essor et tout son sens dans ce contexte-là. oui et non. Oui et non, parce que, ou bien vous êtes, comme Emmanuel Macron qui, répond, je crois, à l'été de 2017 dans un article du Point que, en fait, l'État doit se comporter ou du moins il fait référence, de façon tout à fait explicite au Léviathan, donc de Hobbes. Donc ça veut bien dire donc il ne prend pas la voie de la direction de Locke qui est pour l'ensemble des droits qu'il soit public ou qu'il soit privé. Prendre la direction de Hobbes, celle du Léviathan, ça veut dire je cède une part de ma part de liberté pour que l'État me protège. C'est une politique qui n'est pas du tout celle de la modernité politique. C'est au contraire l'addition des libertés privées qui constituent les libertés collectives. Donc, en réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Et puis, il y a une politique de la peur. Et puis, il y a une politique de l'opposition. C'est-à-dire que si le directoire n'y arrive pas, c'est parce que les républicains et démocrates ne sont pas majoritaires en France à cette époque-là, qui a son extrême droite, qui s'appelle la contre-révolution. Mais alors, justement, parce que je me suis dit aujourd'hui, donc l'extrême droite refuse d'être appelée extrême droite. L'extrême gauche a des difficultés pour être nommée extrême gauche parce qu'on ne va pas qualifier François Hollande C'est le d'homme moins qu'on d'extrême puisse dire. gauche. Et aujourd'hui, il appartient donc à ce nouveau Front populaire. Et puis, il y a le centrisme. Alors, on a cette archive précieuse qu'on va conserver pieusement, vous et moi, où Emmanuel Macron dit qu'il relève de l'extrême centre. Mais pour le reste, pensez-vous que cet échiquier politique que l'on a sous les yeux avec cette extrême droite qui voudrait recréer une sorte de RPR, par exemple, c'est ce qu'elle prétend vouloir faire. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle fait, ni que c'est ce qu'elle va faire. Pierre Cernat, est-ce que cette grille de lecture est transposable? Votre grille de lecture? Je ne parle pas de l'extrême centre, je parle des deux autres forces politiques. Moi, je constate, en tant qu'historien du politique, que depuis le 15 juillet 1789, il y a entre 10 et 15% de Français qui ont refusé, le mouvement issu des Lumières, qui devait aboutir, si vous me le permettez, le temps presse toujours, à cette devise liberté, égalité, fraternité. Bon, je ne pense pas que le programme, si on l'étudie de très près, le programme du RN, qui est l'héritage de cette figure de la contre-révolution qui s'est métamorphosée comme le centre, comme la gauche, depuis la Révolution française, mais qui demeure forte, avec un socle de 10 à 15%, et puis qui s'agrège de beaucoup de gens qui sont en désillusion ou en colère, soit fondamentalement différent. Un, sur le problème des libertés, puisque c'est constamment la sécurité avant la liberté, comme s'il n'y avait pas d'autres moyens d'harmoniser la société que de multiplier les agissements ou l'action des forces de police. La légalité, je ne le crois pas, puisque à partir du moment où la préférence nationale est le cœur idéologique de ce parti, il n'y a pas d'idée d'égalité entre tous les Français, voire entre des Français qui ont des origines étrangères. Et puis la question de la fraternité, c'est-à-dire l'universalité quand même de cette révolution qui porte et qui donne et qui oblige la France à être justement un des pays qui défend le droit international, le droit des gens par-dessus toutes les valeurs. L'extrême droite reste l'extrême droite. Quant à l'extrême gauche, on le voit bien, il y a une pure utilisation, voire une forme de supercherie rhétorique du point de vue politique en ce moment à parler de l'extrême gauche. Le mot terroriste a été inventé en 1795 pour désigner quoi? Les anciens jacobins, c'est-à-dire les amis de la Constitution. Donc quand les thermidoriens prennent le pouvoir et les hommes du directoire continuent, ils déclarent que ceux qui sont opposés à eux sur leur gauche sont des terroristes. C'est un mot terrible, encore plus aujourd'hui. Et cela veut donc dire que chaque fois que la gauche a voulu s'unir, l'extrême gauche, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire la révolution n'est pas terminée et il y a une dimension économique que nous refusons dans l'économie de marché ou l'économie du capitalisme et on doit aller vers une voie révolutionnaire. Mais chaque fois que la gauche a voulu remporter, elle a dû tenir compte de cette extrême gauche, puis d'une gauche plus modérée, voire d'un centre-gauche. Et c'est ce qui se passe en 1936. Je ne crois pas que Ducos soit quelqu'un de beaucoup plus modéré et que des hommes dits de l'extrême gauche aujourd'hui, que j'appellerais plutôt la gauche radicale. Mais alors, reprenons l'extrême droite, parce que c'est intéressant. Si vous faites une filiation entre les contre-révolutionnaires et Oui. cette extrême droite, ceci vaut, par exemple, pour les ligues dans les années 30, pour l'Action française, ô combien. Mais si vous prenez les figures tutélaires
l'ère de l'extrême droite française, ou plutôt de la contre-révolution. Alors je ne sais pas, peut-être Joseph de Maistre, puisque l'affiliation entre Joseph de Maistre et Maurras, elle est immédiate, pour le Rassemblement national, j'allais dire pour le Front national, pour le Rassemblement national, ça ne fait plus sens du tout. C'est-à-dire que ce sont des références qui, pour un jeune homme de 28 ans, Jordan Bardella, j'imagine qu'il n'a jamais lu de Maistre, et que même la représentation du monde d'un de Maistre est complètement, comment dirais-je, anachronique, inopérante, Pierre Cernat. Non, parce que si vous voyez, la question que vous posez est très intéressante, mais j'y réponds plutôt non, parce que très vite dans la Révolution française, et donc peut-être Jordan Bardella ne le sait sûrement pas, mais se pose la question dès 1795-1796, au moment où écrit Joseph de Maistre, du côté de la contre-révolution, de l'expression que j'ai retrouvée sous la plume de Lezé Marnésia, donc un homme qui deviendra un préfet d'empire et qui sera une belle girouette, revient à l'expression donc pays légal, pays réel. Et ça veut dire que dès la Révolution, on s'est posé cette question. Le pays légal, ce serait les élus. En fait, les républicains qui veulent sauver les acquis de la Révolution. Et puis, il y aurait un pays réel qui ne serait pas forcément républicain et qui serait plutôt pour sa sécurité, justement, pour sa propriété, justement, et qui accepterait une monarchie et puis surtout un retour à l'ordre, à la tranquillité et à la paix policière. Donc, très vite, dans la Révolution française, la situation est posée. Et c'est bien cela qui est l'enjeu du débat aujourd'hui. Qui est républicain ? C'est-à-dire qui veut être républicain démocrate plutôt que être un suiviste d'un mouvement qui serait un pays réel, donc qui n'aspirerait qu'au bien-être, qu'à des biens matériels ou à une sécurité, là où la République exige, c'est vrai, là nous sommes dans l'héritage de la Troisième République, un engagement civique, citoyen, civil de tous les jours. Alors, autre objection, c'est un peu gonflé de la faire, hein, un historien de la Révolution comme vous l'êtes, Pierre Cernat, et si nous étions en train de changer de repère, et si, par exemple, les conceptions propres à la Révolution française étaient devenues soudainement obsolètes, parce que vivre libre ou mourir, eh bien, ça ne fait plus sens aujourd'hui, et ça n'est plus de cela dont il est question, et si par exemple on était en train de changer complètement de repère parce que malheureusement le sacré qui présidait à la Révolution française n'existe plus et on est passé à quelque chose d'autre, quelque chose par exemple qui relèverait du post-populisme qui n'aurait plus du tout à voir avec ce repère-là. Oui, vous avez tout à fait raison. Et dans ce cas, je pense bien que nous changeons de paradigme. En ce sens, j'abonde dans votre sens. Mais pas par rapport simplement à l'idée politique, mais par rapport à la superstructure, j'allais dire au sens marxien du terme, c'est-à-dire les appareils techniques de l'intelligence artificielle, du contrôle de nos vies, de la technocratie, de la technologisation de tous les aspects de notre vie matérielle. Donc il y a là un autre danger, d'ailleurs que Edgar Quinet, sous le Second Empire, qui est un moment de grande modernisation, dénonçait de façon très réelle. En revanche, ce n'est pas vous ne me provoquez pas du tout, parce que je fais la différence entre la Révolution et la République française. Je suis professeur de Révolution, mais la Révolution ne dure pas éternellement, comme l'extrême centre. Pourquoi la Révolution a-t-elle été faite ? Pas pour être une révolution permanente. Elle a été faite pour être une république démocratique. À partir du moment où on accepte, et c'est Marcel Gauchet, dont on ne peut pas penser qu'il soit un dangereux révolutionnaire, disait que notre système est fondé sur la République démocratique, c'est-à-dire sur la souveraineté, sur le jeu des élections, sur le jeu des libertés, sur le jeu donc des valeurs héritées des Lumières qui sont fortement attaquées, ça je vous l'accorde aujourd'hui, eh bien on peut quand même se doter de ces idées-là pour résister à cette transformation technologique, technocratique, à cette espèce de start-up permanente, à cette espèce de fascination pour l'intelligence artificielle, dans ce qu'elle peut avoir de négatif. Par exemple, tous les discours justement que tient le président de la République pour accélérer ce changement qui dépolitiserait entièrement l'ensemble du corps social. Mais alors, vous ne pensez pas que vous prêtez beaucoup à Emmanuel Macron, qui, tout Emmanuel Macron qu'il est, n'a pas le pouvoir justement de provoquer cette métabolisation sociale? Parce que le mouvement que nous sommes en train de connaître, et je pense à l'échelle mondiale, Pierre Cernat, c'est un mouvement de création absolument sans précédent, je pense, dans l'histoire de l'humanité, de nouvelles valeurs.
on est en train de tout redéfinir et il y a forcément un sentiment de peur, d'effroi, peut-être aussi d'excitation. Chez certains, ce mouvement-là rend la plupart des pays ingouvernables. C'est quelque chose de particulièrement vrai aujourd'hui. Est-ce que ce mouvement-là n'est pas un mouvement qui, effectivement, participe, par exemple, de l'effondrement du religieux, sauf de l'islam qui est bien présent, de l'évolution de la notion même d'individu, pour reprendre ce que vous évoquiez avec Marcel Gauchet? Eh bien, est-ce que ça n'est pas ça qui est un repère inédit et qui, du coup, nous laisse un peu interdits? Eh bien oui, cela dit, je ne peux vous répondre qu'en historien, car je ne lis pas dans le futur. Mais je veux voir que ce mouvement dont vous parlez s'accompagne d'une montée des nationalismes, s'accompagne d'une montée des autoritarismes, s'accompagne d'une montée des régressions des libertés, des régressions des parlementarismes dans le monde entier. Donc là, moi, mes repères d'historien, qu'on peut bien sûr critiquer, je trouve que cela est particulièrement inquiétant, non pas par peur du futur, mais parce que c'est pas un futur qui s'inscrit dans ce que nous avons connu jusque-là, qui était quand même un message de progrès, un message de liberté, un message de raison, un message de perfectibilité, un message de confiance dans la nature humaine. Or là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des formes d'encadrement, des formes d'organisation hyper normative, hyper contrôlée, policée, voire censurée de toutes les formes d'expression de liberté qui nous attend. Et donc cela, au regard de l'historien que je suis, m'inquiète plutôt. Et si vous parlez d'Emmanuel Macron, pas du tout question de ma part de charger particulièrement le personnage, mais c'est un président qui a été élu aussi pour rétablir des comptes et pour doter la France d'une puissance économique en redressant les comptes de la nation. Bon, manifestement, je crois qu'il a échoué. Et donc, l'éphémérité de son programme s'appuie et se confirme d'autant plus qu'il n'a réussi ni politiquement, ni socialement, ni surtout économiquement. Bon, alors, lui dirait, je ne suis pas l'avocat d'Emmanuel Macron, mais lui dirait par exemple qu'il a contribué à réduire le chômage, que Oui, celui-ci n'a jamais été aussi bas, que les crises qu'a traversées la France ont été bien sûr, plus c'est ou vrai moins aussi. amorties. Je pense par exemple au Covid, mais l'essentiel consiste à voir que, je veux dire, sur l'évolution politique à moyen terme, on voit bien qu'on a un phénomène qui dépasse la France, donc qui ne concerne pas seulement notre matrice politique, d'épuisement des formes politiques, d'épuisement aussi des formes morales, parce que ça dépasse la politique. Alors, est-ce que c'était quelque chose comme ça, la Révolution française, dans cette effervescence du nouveau, dans cette effervescence des idées, avec peut-être aussi les vertiges qu'elle suscitait, Pierre Cernat? Oui, je le pense également. La Révolution française a apporté cela. Mais comme je vous l'ai dit, la Révolution française n'est pas née du jour au lendemain. Il y a tout un débat qui dure depuis un siècle, depuis la glorieuse Révolution anglaise de 1688. Il y a eu la Révolution américaine, il y a eu d'autres révolutions à Genève, en Irlande, aux Pays-Bas. Donc ça veut donc dire que la Révolution française n'est pas seule. Elle est un mouvement aussi de transformation du monde, mais qui est porté par ses valeurs. Tout comme aujourd'hui, une autre forme de révolution, j'allais dire conservatrice ou régressive, de mon point de vue. Et quand je parlais d'échec économique, je parlais de la dette, je ne parlais pas d'autres aspects, bien évidemment, à mon avis, constitue une forme de régression par rapport à cet acquis de la République française qui a ensuite rayonné dans le monde entier. Mais vous conservez votre foi en la République, Pierre Cernat? Mais bien évidemment, moi je suis un homme qui vit dans le XVIIIe siècle, donc je pense que la raison, je pense que la perfectibilité, je pense que le bonheur, l'égalité, la fraternité, la liberté sont un horizon qui ne sont pas du tout perdus, mais vous me permettrez de dire que c'est le vieux professeur qui parle, bien sûr, à condition qu'une société, à condition que les pouvoirs, à condition que les institutions se mettent d'accord sur un projet primordial, préférentiel et prioritaire sur tous les autres, qui est l'éducation. Vous me permettrez de conseiller fortement aux auditeurs de lire votre ouvrage dans lequel j'ai appris énormément de choses et qui, je dois dire, alors vous êtes historien, mais écrire ce livre en 2019 était quand même faire preuve d'un certain esprit visionnaire. Ce livre, il s'intitule L'extrême centre ou le poison français 1789-2019 et il est publié aux éditions Champvallon. Merci de nous avoir accompagnés, Pierre Cernat. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.